Bonjour à toutes et tous, il est 20h à Brisbane, 18h à Pékin, 7h à Rio, il est 10h en temps universel, il est surtout l'heure que vous voulez sur Twitch. Bonjour à toutes et tous, salut Julo, salut Ishtar, il y a plein de têtes connues, merci d'être fidèle au rendez-vous, salut Ticlem, salut Gla452, Gla qui nous dit déjà, mais on va en reparler après, accro à Twitter depuis octobre 2014, chaque jour qui passe depuis le rachat me donne de plus en plus envie de quitter ce réseau social qui présente de moins en moins d'intérêt. Salut Shinkel aussi qui vient de nous rejoindre. Donc ce midi, je viens de le dire, on va parler d'un petit oiseau bleu qui gazouillait plus ou moins tranquille et qui ne gazouille plus, ou en tout cas qui gazouille un peu différemment. Ce midi, on va parler de Twitter, rebaptisé X, on va parler d'Elon Musk, on va parler de désinformation, de fake news, de milliards de dollars. Pourquoi on va parler de tout ça ? Eh bien parce que, notamment, vendredi dernier, ça faisait un an, jour pour jour, que le milliardaire avait racheté Twitter. Twitter, donc il a rebaptisé X, fini les gazouillis, fini le petit oiseau bleu, mais pas fini les polémiques, notamment à l'heure où des voix de plus en plus nombreuses accusent le réseau social de diffuser des fake news. Et à l'heure de la guerre en Ukraine et celle entre le Hamas et Israël, c'est pas formidable et c'est un euphémisme. C'est tellement pas formidable qu'un mouvement d'utilisateurs a appelé au boycott du réseau vendredi dernier, le jour de l'anniversaire du rachat, si vous avez bien suivi. Pour parler de tout ça, donc il y aura moi, il y aura vous dans le chat. Salut Yedrop, salut, ton pseudo est imprononçable, ZSDFK Kus, et salut Hytone. Donc avec vous dans le chat, posez vos questions, je vais les relayer, on va essayer de faire parler tout le monde, mais aussi surtout 3 invités, super chouettes. À ma gauche, Julien Pillot. Salut Julien. Salut. Ton micro, Julien. Bonjour à tous. Salut, bonjour à tous. Salut Julien, bienvenue. Tu es docteur en économie. Tu as plein d'autres qualités, mais tu es par ailleurs professeur associé à l'université Paris-Saclay, chercheur associé au CNRS, j'ai à peu près. C'est parfait. Tout bon. En face de moi, Aude Favre. Salut Aude. Salut. Bienvenue. Tu es journaliste, tu es présidente et cofondatrice de l'association Fake Off. Tu as signé la tribune du monde du mouvement No Twitter Day, on va en parler. Tu es aussi Aude What the Fake sur YouTube, où tu traques les fake news. Et tu as commis il n'y a pas longtemps une série, on va en parler un petit peu. J'ai commis une série. Je suis coupable. À ta droite, Olivier Lascar. Salut Olivier. Hello. Olivier, qui on connaît bien. Re-bienvenue Olivier, qui nous fait l'amitié de revenir nous parler d'Elon Musk. Tu es rédacteur en chef à Science et Avenir la Recherche. Tu es l'auteur d'une enquête sur Elon Musk parue chez Alizio, c'était il y a 1 an et demi. Tu es aussi l'auteur d'un livre qui vient de sortir, qui s'appelle Abyss, l'ultime frontière, paru aussi chez Alizio, dont on parlera à la fin du stream. Bonjour à tous les trois. Aude, tu as plusieurs casquettes. Notamment celle de coprésidente de l'association Fake Off. C'est quoi Fake Off ? Ouais. Présidente. Fake Off, c'est une association en fait qui est remplie de journalistes. On est à peu près 80 journalistes. Je ne sais pas où est-ce que je dois regarder dans ce stream. Alors tu peux regarder moi. Ah mais sinon c'est là. Sinon, où si tu veux es spectateur du si tu stream. veux t'adresser aux viewers, c'est là. mais sinon on peut se regarder, c'est pareil. Ok, d'accord. C'est comme tu veux. Alors Fake Off, oui, c'est une association qui est née suite aux attentats de Charlie Hebdo en 2015 parce que voilà, on a été tous extrêmement frappés par ce qui s'est passé. Ça s'est déroulé personnellement moi sur mon lieu de travail, notamment parce que l'agence Première Ligne dans laquelle je travaillais était voisine de Charlie. Et on a découvert ce monde des théories conspirationnistes. Vraiment, on a plongé dedans à ce moment-là. Je crois qu'on connaissait même pas le mot théorie du complot d'ailleurs. Et en fait, Fake Off, du coup, s'est bâti à partir de là. On est 80, peut-être même un peu plus de journalistes un peu partout en France, dans les dom-toms, etc. Et on va avec notre petit bâton de pèlerin dans les classes, dans les centres socioculturels, dans les établissements pénitentiaires, un peu partout, pour essayer d'aider vraiment de manière chouette et sympa et efficace les gens à démêler le vrai du faux, voilà, tout simplement. Alors tu as aussi commis une série, je crois que c'est sorti la semaine dernière. Oui, c'est ça. En fait, je suis aussi auteur d'une série, parce qu'en fait, cette série s'appelle Citizen Facts. Elle est visible sur arte.tv. Ce soir, ça sort sur YouTube d'ailleurs, une enquête collective qu'on a fait sur le discours anti-IVG. Je dis juste ça pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que sur les fake news, je pense qu'en fait, on ne peut pas s'en sortir tant qu'on n'agit pas finalement sur la réconciliation des citoyens avec les journalistes. Et moi, c'est ce que je fais. Et donc, j'ai créé une rédaction collaborative sur Discord. Et en fait, vient vraiment qui veut. Et on enquête ensemble sur différents sujets. Et on allie nos compétences. Et en gambergeant ensemble, en bossant ensemble, franchement, on fait on a des révélations quasiment dans chaque reportage, etc. C'est vraiment, vraiment top. Je crois beaucoup à ça, à la co-construction de l'information. Il y a Yedrop qui dit belle initiative. Salut Yedrop. Salut. Yedrop qui a bien vu que tu le regardais bien en face. Ah ouais. Et on a Lopem qui nous dit un plateau anti-Elon Musk en somme. Et tu vas voir, peut-être pas forcément. Cyril, tu peux peut-être jouer un petit extrait. On avait trouvé un petit extrait de la série d'Aude.
Cette enquête, je ne vais pas la faire toute seule. Plus d'1 millier d'Européens et d'Européennes ont rejoint la rédaction collaborative que j'ai créée. Parmi eux, des assistants maternels, des enseignantes, des secouristes, des étudiantes, des retraités. Toutes et tous ont décidé de se joindre à moi pour démêler le vrai du faux sur les sujets qui les préoccupent directement. Pendant 3 mois, nous allons enquêter sur les promesses de compensation carbone des compagnies aériennes. Un discours plus vert que vert, construit sur mesure pour attirer la sympathie des voyageurs de plus en plus sensibles aux questions climatiques. Ensemble, nous allons découvrir qu'au-delà de faire miroiter à leurs clients des projets environnementaux miracles, des entreprises aussi prestigieuses qu'Air France ou Lufthansa minimiseraient l'impact de leurs vols sur l'environnement. Bienvenue dans la jungle du greenwashing, bienvenue dans Citizen Facts. Ça représente un petit peu ton travail. Oui, merci beaucoup d'avoir récupéré ça. ça, que je vous ai même pas envoyé. C'est surtout ça, Cyril. C'est une enquête qui est sortie la semaine dernière. En fait, là ce soir, il y en a une autre sur le discours anti-VG. Il y en a une sur Wikipédia qui va venir, la fiabilité de Wikipédia. Et voilà, moi je crois beaucoup à ça finalement. Voilà, le fait de s'allier pour assainir un peu le débat public. Voilà, parce que sur Twitter, j'ai de plus en plus de mal, on peut en parler si vous voulez. Alors sur justement, X d'ailleurs, tu te relances toute seule, c'est formidable. Parce que justement, j'ai du mal moi avec tous ces sujets, toute cette désinformation, on la retrouve bien sûr sur Twitter qui est un espace de débat. Avec d'autres, tu as signé une tribune parue dans Le Monde la semaine dernière, vendredi dernier. Oui, c'est ça. Pour appeler au boycott de Twitter. Alors vas-y, tu peux peut-être expliquer un petit peu. L'idée, c'est simplement c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, vraiment, Twitter, moi, j'ai vu le glissement, mais je pense que je ne suis pas la seule, de Twitter avec des contenus vraiment hyper problématiques. Alors là, avec le conflit Israël-Palestine, c'est carrément devenu n'importe quoi. Enfin, il y a quand même des images émanant, je crois, de jeux vidéo, des images émanant de conflits qui n'ont aucun rapport, qui vont circuler, mais vraiment par centaines, par milliers. La désinformation, elle bat son plein. Mais il n'y a pas que ça. J'ai appris aussi, moi, du coup, qu'il y avait des contenus pédopornographiques de plus en plus nombreux sur la plateforme, apologie du terrorisme. Enfin, on nage vraiment dans un espèce de marécage de la désinfo, mais pas que. Et c'est pour moi hyper problématique. Donc on m'a proposé, je ne suis pas à l'initiative de cette tribune, on m'a proposé de participer à ce No Twitter Day. Ça tombait bien parce que d'une manière générale, je fais souvent des No Twitter Day parce que je suis pas archi présente sur la plateforme. Cette tribune, c'était Rudy Reichstadt de Conspiracy, c'était Julien Pain, France Télévisions, le vrai du fake. Tristan Mendes France, oui. Exactement, j'ai trouvé l'initiative intéressante, tout en connaissant très bien les éventuelles limites qui pourrait y avoir, mais j'avais envie en tout cas de communiquer sur ce ras-le-bol, peut-être alerter un peu les gens sur ce qui se passe, parce que beaucoup de gens ne sont pas sur Twitter, ne se rendent pas compte. Sur X, pardon. J'ai du mal. Alors, avant que les gens arrivent dans ce studio, je vais fouiller un peu sur vos comptes Twitter. Toi, c'était pas une initiative qui t'avait vraiment convaincu, Julien ? Effectivement, ça m'a pas vraiment convaincu dans la mesure où, bon, moi déjà, je tweete très peu, de base. Je suis un peu en no Twitter day permanent, mais surtout parce que je sais qu'en tant qu'économiste, en fait, les effets contre-productifs peuvent être largement supérieurs en fait aux effets bénéfiques. Parce que finalement, quand vous prenez la décision, parce que vous êtes modéré, parce que vous en avez marre de toute la hainosphère, parce que vous en avez marre de toute la désinformation qui peut pulluler sur X, sur Twitter, quand vous prenez cette décision de vous exclure du réseau, finalement vous laissez le champ libre à toute la hainosphère et tout ce quoi en fait vous cherchez à quelque part à combattre. Et il y a un vieux théorème en économie qui s'appelle la mauvaise monnaie chasse la bonne. Quand la bonne monnaie, celle qui est modérée, celle qui est capable de pouvoir faire des community notes, celle qui est capable d'apporter un peu de nuance dans les débats, celle qui est capable d'apporter un contrepoint à toute la haine qui peut s'exprimer de façon assez forte sur les réseaux sociaux s'en va, finalement qu'est-ce qui se passe ? Il se passe une prophétie autoréalisatrice où cette mauvaise monnaie prend le dessus de façon certaine et peut propager toute sa désinformation, toute sa haine pendant 24 heures sans aucun contrepoint. Donc non, effectivement, on m'aurait proposé, on l'a pas fait, mais on m'aurait proposé de signer le No Twitter Day, je ne l'aurais pas fait. Bon après c'était peut-être symbolique dans la tribune. Oui. Olivier, toi tu n'as pas tweeté vendredi. Alors, j'ai pas tweeté vendredi, mais c'est parce que j'étais en en errance dans des trains
Je n'avais pas la possibilité de le faire. Non, j'ai été au courant tardivement de cette opération. Je suis assez dubitatif également sur la portée d'une action comme celle-là, parce que je ne sais pas si c'est un algorithme ou un théorème publicitaire, mais on dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. À partir du moment où on parle de quelque chose, on lui donne de la publicité. Et faire une journée sur le No Twitter Day, c'est d'une façon aussi d'en parler, quoi. Donc je ne suis pas sûr de l'efficacité d'une opération comme celle-là. Dans la tribune, on lit notamment la réduction ça dénonce donc la réduction significative des équipes de modération qui ne permet pas de réagir aussi diligemment qu'il le faudrait s'agissant de la suppression, de la restriction des contenus qui contreviennent à la législation en vigueur dans l'UE, des informations, apologie du terrorisme, pédopornographie, incitation à la violence ou à la haine. Qu'est-ce qui a changé en fait ? Et justement, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Il faut préciser qu'Elon Musk a zigouillé quasiment l'intégralité de l'équipe de modération, qui était déjà vraiment réduite à sa portion congrue. Il y avait déjà des problèmes. Moi, je me souviens, il y a 3-4 ans, on était là, on essayait. Alors là, c'est devenu... Oui, il faut comprendre que Elon Musk a voulu tailler dans les coûts. Et pour tailler dans les coûts, en fait, il faut tailler dans les effectifs. Et l'une des grandes manœuvres d'Elon Musk, ça a été de se départir d'une grosse partie de son équipe de modération, parce qu'il part du principe que la modération ne doit pas être centralisée, mais décentralisée. C'est un point qui est très important, parce qu'on a tendance finalement à opposer les deux. Alors c'est-à-dire, il faut peut-être que tu expliques pour ceux qui nous rejoignent. La modération centralisée, ce serait celle qui finalement serait complètement d'ailleurs en conformité avec la réglementation européenne du Digital Services Act, qui serait de dire finalement c'est aux plateformes d'avoir des équipes de modération qui permettent de modérer le contenu qui irait en contradiction avec le cadre légal. Donc les désinformations, mais également les contenus haineux, homophobes, islamophobes, etc. etc. Elon Musk part du principe inverse. Il part du principe que la modération devrait être appliquée de façon décentralisée par les utilisateurs du réseau. Et qu'à chaque fois que des utilisateurs sont en contact avec du contenu qu'ils jugent contraire soit aux bonnes mœurs, soit à la réalité, à la vérité, il s'agit de le mentionner comme tel. D'où l'introduction des community notes, ces notes de communauté qui permettent aux utilisateurs de Twitter de temps en temps d'apporter du contexte pour dire finalement là on s'arrange un peu avec la vérité et là c'est clairement des contenus qui mériteraient d'être signalés aux autorités compétentes. Et en fait, moi, ce qui me choque, ce qui me chagrine un petit peu, en fait, c'est qu'on a tendance à opposer les deux. Modération centralisée et décentralisée, alors qu'en fait, je crois qu'il faut faire les deux en même temps. C'est pas l'une plutôt que l'autre, c'est les deux en même temps. Et lorsqu'on aura un réseau social aussi influent que Twitter, qui génère autant d'engagement que Twitter, qui sera capable de faire les deux, de façon à la fois à se mettre en conformité avec la réglementation européenne, mais aussi permettre aux utilisateurs, qui sont beaucoup plus nombreux de toute façon que les modérateurs payés pour faire de la modération, de pouvoir aussi de temps en temps faire la police de façon beaucoup plus réactive finalement que des modérateurs centralisés, je pense qu'on aura une bonne formule. Un modèle qui ressemble à Wikipédia, ce que décrit Julien, non ? Wikipédia n'est pas exempt de certains travers aussi. Dans quel sens ? Cet aspect appel à contribution, l'aspect décentralisé. Ouais, mais je pense que la comparaison, elle s'arrête quand même là, quoi. Parce que franchement, comparer Twitter à Wikipédia... Oui, à l'instant T, elle est excessive. Mais l'évolution que tu appelles de tes voeux, elle pourrait évoquer ça. Il faut faire attention parce que Wikipédia n'est pas exempt de travers également. J'ai été récemment interviewé dans Atlantico à ce sujet. Et chez Atlantico, en fait, ils se posaient la question de savoir pourquoi est-ce que l'un des cofondateurs de Wikipédia avait déclamé le fait de ne plus se rendre sur Wikipédia, de ne plus utiliser Wikipédia. Et en fait, le cofondateur explique que sur Wikipédia, il y a beaucoup de place pour de la désinformation aujourd'hui ou de l'information orientée sur le plan idéologique. Ce qui est à l'encontre finalement de sites encyclopédiques neutres que se voulait Wikipédia au départ. Mais en vérité, lorsqu'on regarde le modèle économique de Wikipédia, on se dit que ça ne pouvait que finir ainsi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Wikipédia, donc c'est une organisation à but non lucratif qui gagne de l'argent, qui couvre ses coûts en faisant appel à du mécénat. Bon, il y a du mécénat et du mécénat. Il y a de très très gros mécènes qui, eux, ont intérêt derrière à avoir une contrepartie liée à leur mécénat. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé, les très gros mécènes ? Finalement, ce que les équipes de modération de Wikipédia incorporent certains profils qui seront beaucoup plus orientés vers un sens plutôt que vers l'autre. Et puis de l'autre côté... Je suis très étonnée de ça. Oui, parce pourtant... qu'on a fait une enquête, nous, sur Wikipédia.
Et enfin, en tout cas, nous, ce qu'on a rencontré, c'est vraiment des gens qui s'appellent des patrouilleurs sur Wikipédia et qui n'ont pas de consigne particulière autre que de faire la chasse au contenu justement qui va trop dans un sens ou trop dans un autre, etc., etc. Ils sont... Ah, pardon. Et il faut que je reprenne ou pas? Prends-le un tout petit peu plus haut. Là? Ouais, là c'est top. Pardon. Sinon t'es sur la connectique et ça fait des scrunchs. Bon, je sais plus ce que je disais, voilà. Désolé, je te coupe. Wikipédia et des profils. Non, je disais juste, en fait, Wikipédia repose sur la collaboration de plein de bénévoles qui n'ont pas de consigne particulière autre que de nettoyer les pages régulièrement, etc. C'est du crowdsourcing pur, hein, Wikipédia. Ouais. Et de l'autre côté de la barrière, donc il y a le côté mécénat, et de l'autre côté, il y a finalement tous les contributeurs. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de temps pour contribuer, pour écrire des choses sur Wikipédia. Et finalement, ces gens qui ont beaucoup plus de temps que d'autres, hein, il y a les gros contributeurs et les petits contributeurs, les gros contributeurs sont aussi des gens qui en fait ont beaucoup de temps parce qu'ils sont un petit peu rémunérés par des entités qui derrière ont un intérêt à pouvoir orienter le contenu des pages Wikipédia. Ah oui, ça peut être pour eux. Il y a Avisa Partners par exemple, qui est une énorme agence de communication qui, on peut dire ça, qui a infiltré entre guillemets des pages Wikipédia pour le compte d'un certain nombre de gens. Ils se sont fait gauler, hein, si on peut dire ça comme ça. mais oui, c'est pas, voilà, ça reste pour eux, etc. Maintenant, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans l'enquête qu'on a faite, qui sera diffusée bientôt, c'est notamment les noms des gens qui sont en prison pour être simplement contributeurs Wikipédia, des gens qui ont été assassinés. Je savais pas que ça. C'est vrai qu'on connaît ça par rapport aux journalistes, malheureusement quoi. Mais écrire des lignes sur Wikipédia peut coûter très très cher dans beaucoup de pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert aussi. Donc voilà. Bon, bref. Mais peut-être c'est X notre. C'est vrai. Je t'offre de nouveau une transition. Mais sur l'heure, on peut tout à fait ouvrir d'autres tiroirs. Il y a tonton Antoine qui nous dit les notes de communauté sont souvent tout aussi fausses que le tweet originel. Les complotistes ont bien compris la force de celle-ci. C'est vrai ça? Ça arrive, oui. Il arrive que des notes de communauté soient à côté de la plaque, sciemment souvent. Hein. Donc c'est pas non plus la panacée, mais c'est un premier levier. Ça fait partie, voilà. C'est une des rares améliorations que semble avoir apporté Musk à cette plateforme. Je voudrais réagir à un des premiers commentaires que tu as lu, un des internautes qui disait vous avez un plateau qui est quasiment exclusivement anti-Musk. Je pense pas que Julien soit si anti-Musk que ça. Mais je ne veux pas parler pour mes camarades qui pourront s'exprimer là-dessus, mais moi je suis ni pour ni contre, tout au contraire, comme on dit là. C'est-à-dire que effectivement, Musk est un personnage, surtout depuis le rachat de Twitter. Il est devenu un personnage omniprésent dont tout le monde a entendu parler. Il ne faut pas oublier qu'il était dans le circuit depuis plusieurs décennies. Dans d'autres secteurs qui sont beaucoup plus confidentiels, qui font que le grand public n'en avait peut-être pas entendu parler. Il a fallu Twitter pour qu'il devienne ce personnage massif et multimédia. Mais Musk était là bien avant. Donc ce qu'on essaye de faire les uns et les autres, c'est de regarder un peu froidement ses activités et de sortir justement de ce côté binaire qu'il entraîne et dont il joue. Il y a Wendy qui dit Musk c'est PayPal par exemple. C'est vrai qu'on l'oublie un peu parfois. Absolument, PayPal c'est super vieux. Wendy a raison. Ça a changé vraiment des choses quoi. Et pour lui ça a été déterminant. Je peux faire la chieuse ou pas? Tu peux tout ce que tu veux. J'ai une carte chieuse que j'utilise régulièrement. PayPal, moi j'avais fait un documentaire sur le business de la désinformation pour Complément d'enquête il y a 2 ans et c'était vraiment ceux qui finançaient le plus la désinformation. Alors nous, ce qu'on avait fait, d'ailleurs avec les citoyens de la rédaction, on avait pris des captures d'écran, on est allé sur des sites qui produisaient beaucoup de désinformation. On avait pris des captures d'écran de publicité. Il y a beaucoup La Poste, par exemple, La Poste ou Orange, etc., qui se retrouvent sur des sites comme ça et qui pourraient ne pas financer, qui du coup financent la désinformation quelque part par ces pubs-là. Et PayPal était vraiment dans le top de ce qu'on retrouvait. Voilà, tout ce que je peux dire. Par ailleurs, PayPal est associé aussi à un autre personnage qui est peut-être encore plus sulfureux que Musk, c'est Peter Thiel. Absolument. Qui est l'un des cofondateurs de... C'est-à-dire que pour dire 30 secondes sur PayPal, ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, finalement, c'est que Musk, start-upper, enfant du numérique, a eu la prescience et la vision que la banque était un nouveau secteur à investir sur Internet, ce qui ne se faisait pas avant. Donc il a fait une boîte de son côté,
Peter Thiel et ses amis, on en fait une autre de leur côté à eux. Ils ont décidé de fusionner à un moment donné. Et cette fusion a donné PayPal. C'est parce que PayPal a été vendu que Musk est devenu millionnaire et qu'il a mis ses millions dans la création de SpaceX et que l'histoire s'est lancée. Mais effectivement, l'autre start-up qui a été créée en même temps que celle de Musk et qui a fusionné avec celle de Musk, c'était celle de Peter Thiel. Et Peter Thiel est un personnage, alors je ne sais pas s'il faut dire sulfureux, ou en tout cas c'est un des personnages emblématiques de l'alt-right américaine. Il finance tous les personnages... Enfin, les Trump et compagnie. Les plus conservateurs des conservateurs, quoi. On va dire ça comme ça. Ah ouais. Et c'est un personnage extrêmement... dont la face obscure prend le pas sur l'autre. J'avais une question. Mais voilà, je pense s'il y a quelque chose qu'il faut se mettre en tête après 1 an et demi de muskerie, c'est que le problème n'est pas d'être pour ou contre Elon Musk. Il faut regarder, il faut en tout cas le prendre au sérieux. Le problème Musk, c'est qu'il a prospéré sur le fait qu'on ne l'a pas pris au sérieux. Quand il s'est lancé dans les fusées il y a 20 ans, les géants de l'aérospatiale ne l'ont pas pris au sérieux. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ce rigolo qui vient du numérique ? Il a 30 piges, il n'y connaît rien. Et il nous explique qu'il va faire des fusées qui décollent et qui se reposent, etc. C'est n'importe quoi. Et c'est comme l'histoire de la tortue et du lièvre. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu le regarder et il a avancé à son rythme. Et en plus, il a avancé à bon rythme. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il a révolutionné le secteur. Il taille des croupières dans tous les marchés spatiaux. Et Ariane galère comme une malade pour faire une proposition de réutilisable. Donc s'il y a un seul enseignement à avoir aujourd'hui, c'est qu'il ne faut surtout pas sous-estimer Musk. Il est peut-être, ce qu'il fait peut-être bien, ce qu'il fait peut-être pas bien, mais il y a une seule certitude, il ne faut pas le sous-estimer pour le regarder froidement et dire ça peut avoir cet effet ou cet autre. Bizarrement, moi, dans mon travail de tous les jours en tant que journaliste, j'ai des échanges sur des sujets qui n'ont rien à voir avec Musk, et parfois le sujet de Musk revient sur la table. Il y a encore des gens qui ne veulent pas en entendre parler, qui considère que c'est une bulle médiatique, que c'est un personnage construit par son propre marketing, que les médias, dans un rôle de complicité qui leur est souvent attribué, font prospérer la bulle. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. La fusée réutilisable low cost, sans Musk, elle n'existerait pas. La voiture électrique non plus. La voiture électrique, elle existait avant, mais c'était le bousin Kakoshim. Personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, c'est un... voilà, je parlais avec mes camarades tout à l'heure. Le nombre de Tesla qu'on voit pulluler dans Paris, c'est effrayant. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est pas bien. La voiture électrique pose aussi quantité de problèmes, mais c'est extraordinaire. Je veux dire, il a débloqué un verrou. Donc faire en sorte, faire comme s'il n'existait pas, c'est une... Non, mais c'est un non-sens. On parle de la personne qui aujourd'hui, touche avec un certain Français qu'on connaît bien, et la personne la plus riche du monde, probablement la plus influente aussi, voilà, et qui effectivement a eu des succès entrepreneuriaux à nul autre pareil. D'ailleurs, on commet souvent l'erreur de comparer sur le plan des affaires ce qu'Elon Musk a pu faire avec quelqu'un comme Jeff Bezos, par exemple. Mais en vérité, on ne parle pas du tout de la même trempe d'entrepreneurs. L'un est un entrepreneur, Bezos, l'autre est un entrepreneur innovateur. Quand vous prenez Amazon, par exemple, Amazon, c'est finalement dématérialiser le commerce. Ça a coulé quasiment de source avec Internet. Je veux dire, effectivement, beaucoup ont essayé, et puis au final, il y a Amazon, mais en vérité, quand on regarde de l'autre côté, du côté de l'Asie, on a des équivalents Amazon, notamment la galaxie Alibaba. Ce qu'a fait Elon Musk, c'est unique. C'est unique. Ringardiser en si peu de temps l'industrie des lancements d'engins spatiaux, je suis désolé, mais c'est extrêmement unique. Ce qu'il a réussi à faire avec Tesla, on en pense ce qu'on en veut sur le plan environnemental, par exemple, mais sur le plan industriel et sur le plan finalement économique, c'est une sacrée réussite. Je reviens sur les lancements spatiaux, mais effectivement, Olivier disait à juste titre qu'aujourd'hui, tous les anciens fleurons de l'industrie aérospatiale regardent Elon Musk avec envie pour faire finalement ce qu'Elon Musk a réussi à faire, c'est-à-dire le réutilisable et donc finalement le lancement low cost. Mais l'an dernier, je crois que Ariane est à quelques dizaines de lancements, quand SpaceX est à plus de 800 lancements, quasiment 900 lancements. Enfin, je veux dire...
sur la base d'une entreprise qui n'existait pas il y a encore 2 décennies, quoi. Donc, ce qu'il a fait sur le plan des affaires est vertigineux et effectivement, il convient de le prendre extrêmement au sérieux. Et dernière chose, pour revenir sur Twitter X, on ne met pas 44 milliards de dollars sur la table, c'est le prix de l'acquisition de Twitter par Elon Musk pour acheter une entreprise qui n'a jamais été bénéficiaire. Si elle a été bénéficiaire très timidement sur 2 exercices, d'accord ? On n'achète pas 44 milliards lorsqu'on est l'homme le plus riche du monde, une entreprise pour finalement avoir la certitude de faire des pertes. Il a acheté Twitter non pas pour ce qu'il l'était, mais pour ce qu'il envisage de le faire devenir, d'une part, et pour l'influence que ça lui donne sur le plan économique, politique et social. Je pense qu'on en reparlera. On va y revenir sur ce que pourrait devenir Twitter. Je fais une pause de chat. Il y a Wendy qui nous dit quoi ? Pardon Wendy. J'ai perdu ta... Oui, Musk a démocratisé les coûts faibles de l'espace et les voitures électriques. Il y a l'OPEM48 qui dit Aude a trop le somme. Pourquoi j'aimerais bien... Non mais c'est pas pareil de faire des voitures et des fusées et de gérer un... Enfin moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il veut faire de mais on va y revenir. On a... Qu'est-ce que... Parce que là ça prend un drôle de chemin. Il y a chemin. Asmos qui dit personne ne nie ses succès, mais sa gestion de X est une catastrophe, tout le monde se barre. On peut parler, on va peut-être en parler après. Est-ce que tout le monde se barre effectivement ou pas ? Est-ce qu'on a un chiffre de ça Il y a de moins en moins de gens, mais peut-être que les gens reviendront, peut-être que d'autres gens viendront. Ouais. On a Yisud qui dit oui, Musk est une marque, un porte-drapeau d'une idéologie, pardon. Et enfin, et parce que vous êtes très nombreux à réagir, c'est un sujet qui vous plaît beaucoup, Elon Musk, donc on va refaire plein d'émissions sur Elon Musk. Pardon. Ah oui, puis on avait Yoascan qui nous dit pourquoi focaliser sur un Musk et son achat de Twitter sur un plateau de France Info et non sur un Bolloré avec ses rachats de médias et des chaînes. Nanana. Écoute, si tu veux, rassure-toi, on peut tout à fait faire un plateau sur Bolloré. Alors moi je veux venir à l'émission Bolloré. Est-ce que comme dit l'un de nos viewers, est-ce que tout le monde se barre de Twitter ? Ah non mais je sais pas, justement je demandais à Julien. Il y a moins d'utilisateurs. Moi les derniers chiffres que j'ai vus, celui de la directrice générale, Madame Iaccarino, c'est qu'elle concédait qu'il y avait 11%, je crois, d'utilisateurs en moins depuis le rachat. Donc il y a une perte en nombre d'utilisateurs, mais on ne peut pas dire que tout le monde se barre. Si tout le monde ne s'est pas barré, c'est parce que, notamment, il n'y avait pas d'offres alternatives crédibles. En tout cas, il n'y en a pas eu pendant longtemps. Il y a Schnickel qui dit justement ils vont sur Mastodon. Alors voilà, Mastodon, c'est quand même assez rugueux, quoi. Et ciel bleu, alors moi, je ne connais pas ces trucs-là. C'est pas si évident que ça. Mais non, c'est pas si évident que ça, parce que la vérité, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ont reçu une invite. J'en fais partie d'ailleurs, pour Blue Sky, donc le ciel bleu. Mais en vérité, on voit que ces personnes sont plutôt en mode multi-homing, c'est-à-dire ils sont à la fois sur Blue Sky, éventuellement sur Mastodon, mais ils n'ont pas quitté Twitter, parce que c'est sur Twitter qu'on a le plus finalement de communauté, d'engagement, et c'est là finalement que ça continue de se passer. Alors peut-être un peu moins bien se passer qu'à une certaine époque, et encore que même avant le rachat de Twitter par Elon Musk, on aimait détester Twitter pour plein de raisons, tout à fait entendable et légitime pour la plupart d'entre elles, mais en vérité ça reste le réseau extrêmement dominant pour qui veut finalement débattre des sujets de politique, d'économie et de société. Ouais, moi j'expérimente Blue Sky aussi, mais vous vous souvenez du slogan d'Alien, le film Alien ? C'était quoi déjà ? Le slogan c'était dans l'espace personne ne vous entendra crier. Sur Blue Sky, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on entend les mouches voler. Donc c'est voilà. C'est un ciel bleu, quoi. Il lui faut le temps d'arriver, évidemment. Il y a Riposte, salut Riposte, qui dit Blue Sky va exploser quand ce sera ouvert. Et il y a 685 Manor qui dit c'est quoi Mastodon. C'est vrai que Blue Sky est la proposition moi que j'ai essayée qui semble la plus séduisante, tout simplement parce que c'est quand même un copier-coller total de Twitter. Jack Dorsey qui est... Sans problème de plagiat. C'est Jack Dorsey. Voilà. Qui a fait Blue Sky, pardon ? Jack Dorsey qui est un des cofondateurs de Twitter en fait. Ah oui, d'accord. Ah, okay, alors voilà, ça c'est quand même la nouveauté. C'est ce qui s'est passé depuis cette dernière année. Il y a l'apparition de compétiteurs. Il y a le Threads de Facebook Meta. Bon, donc ça c'est un premier argument qui fait que Musk devrait considérer la situation avec un peu moins de nonchalance que ce qu'il a développé depuis ces derniers mois.
L'autre argument, c'est que une forme de lassitude pourrait arriver aussi quand même. Hein. C'est-à-dire que les gens pourraient commencer à en avoir marre. Il y a une auteure de science-fiction là, qui est sur Twitter justement, qui faisait un petit sondage pour rigoler. C'est Catherine Dufour. Elle disait comment vous l'appelez maintenant ce réseau alors, le petit sondage, elle a mis Twitter, X, la poubelle en feu du web. C'est vrai que ça devient ça, quoi. Hein. Mais j'ai vu dans la BBC, il y a un ancien salarié qui témoignait et qui disait exactement ça. Il disait Twitter, c'est comme un immeuble qui serait en flammes, en feu à l'intérieur, mais il y a encore les façades pour l'instant qui tiennent, quoi. Et c'était il y a 6 mois. C'est ce qu'il disait. Mais moi, je pense que, j'attends de voir aussi. Je sais qu'il y a une première amende. En Australie, je crois, contre Elon Musk, justement pour ces histoires de pédopornographie. Je crois qu'en Allemagne, il y a une organisation, je ne sais plus laquelle, qui a porté plainte aussi. Toujours pareil pour des histoires de modération, etc. C'était des utilisateurs vérifiés qui produisent 74% des affirmations fausses. Oui, aussi, oui. Ou sans fondement. Les plus virales, liées notamment à la guerre Israël-Hamas. Il a été condamné en Australie, il pourrait l'être ailleurs, d'ailleurs. Ils ne respectent pas le Digital Services Act, on est bien d'accord. Ça, c'est clair que pour l'instant, il est très très loin de le respecter. Je pense même qu'il s'en cogne complet. Il n'a pas dit un truc comme ça. Disons que je crois qu'on aurait tort de ne pas penser que Elon Musk est capable de se dire bon, puisque c'est comme ça, je quitte le marché européen. Tu penses que c'est possible, ça ? Je dis qu'on aurait tort de ne pas envisager cette possibilité-là. Après, effectivement, moi je regarde plutôt de l'autre côté. Finalement, on est face à une problématique majeure en ce qui concerne l'absence de modération centralisée de Twitter aujourd'hui. Et cette problématique majeure fait que, effectivement, aujourd'hui, on est extrêmement loin de la mise en conformité avec le Digital Services Act parce qu'on a une prolifération de désinformation, mais aussi de contenu haineux, sans finalement la moindre once de modération, ce qui va en contradiction avec le règlement européen. Et, qui est tout neuf. Hein. Qui est tout neuf. Donc la question va être de savoir comment est-ce que finalement les autorités compétentes vont se saisir de l'affaire et jusqu'où elles vont aller. Parce qu'il y a différents niveaux de sanctions qui sont possibles. Ça va de la sanction pécuniaire jusqu'à éventuellement l'interdiction de pouvoir opérer son service sur le territoire européen jusqu'à une mise en conformité. La question est dans quelle mesure les autorités compétentes au niveau européen vont taper rapidement et fortement du poing sur la table, parce qu'il en va de la crédibilité finalement de l'ensemble de ce corpus juridique. Et c'est extrêmement important, parce que derrière X, il y a Elon Musk. Et derrière Elon Musk, il y a Starlink. Derrière Elon Musk, il y a les gigafactories de Tesla. Et en fait, derrière Elon Musk, il y a tout un écosystème économique sur lequel on a plutôt tendance, quand même, au niveau européen, autant qu'ailleurs, à faire plutôt les yeux doux parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin. On parlait de l'influence tout à l'heure d'Elon Musk. Son principal levier d'influence, c'est encore une fois le fait que c'est un entrepreneur qui, dans le cadre de ses affaires, a fait des choix qui ont été extrêmement judicieux, en plus d'être lucratifs. Le coup des badges, là, on peut y revenir 30 secondes, effectivement, parce que ça fait partie des... Alors, qu'est-ce que c'est ces petits badges ? Ce sont des badges qui certifient que tu es... Normalement, qui certifient le fait que tu es une personne qui existe avec une qualité, une adresse, quoi, en gros. Hein. Voilà, c'est le petit badge bleu, la coche bleue. Elle a toujours existé sur Twitter, mais précédemment, c'était... l'administration de Twitter qui donnait cet attribut selon un processus assez discrétionnaire. Etc. Ouais. C'était assez obscur, hein. C'était une boîte noire aussi. Mais enfin, à l'arrivée, c'était effectivement des personnages réels ou des entités réelles qui avaient ce badge. Aujourd'hui, on l'achète, ce badge. C'est-à-dire que n'importe quel Pékin peut acheter un badge bleu et, ce faisant, donner davantage de poids à ses tweets. Ce qui fait qu'effectivement, tous les professionnels de la contre-information, des fake news, moi, j'ai pas acheté, moi. Non, les professionnels, je veux dire, ceux que tu dénonces dans tes papiers. Oui, bien sûr, j'ai pas acheté. Ceux-là achètent parce que ça leur donne une visibilité plus importante. Donc, ce qu'a fait Musk avec le coche, avec le badge bleu, c'est effectivement extraordinairement contre-productif. Ça n'a pas vraiment marché. Disons que l'une des raisons pour lesquelles il a justifié le fait d'avoir changé son mécanisme de certification, c'était de dire je vais faire la chasse aux faux comptes.
Parce que finalement, les faux comptes, les bots, ceux qui sont capables de faire du tweet et du retweet de façon automatique et extrêmement intensif, finalement, c'est des boîtes noires. Et puis derrière une boîte noire, il n'y a personne pour pouvoir mettre finalement de l'argent, bourse déliée pour pouvoir acheter ces faux comptes. Et en fait, c'est une erreur de raisonnement qui est assez terrible, parce que je suis d'accord avec ce que dit Olivier, finalement, le camp de la désinformation ne manque ni de moyens techniques, ni de moyens humains, ni de moyens financiers pour faire de la désinformation. Parce que les enjeux derrière sont énormes sur le plan politique, sur le plan industriel. Quand vous êtes capable de faire de la désinformation, de pouvoir déstabiliser des gouvernements, de pouvoir déstabiliser des grosses entreprises, des concurrents, finalement, vous êtes prêt à investir énormément pour pouvoir y parvenir. Et évidemment, lorsque vous avez envie de faire apparaître une certaine idéologie aussi, pareil, pour les mêmes raisons. Donc, penser que le camp de la désinformation manque de moyens financiers ou d'incitation financière à opérer de façon extrêmement massive, intensive et véloce sur tous les réseaux sociaux et pas uniquement sur X, en fait c'est faire une erreur de raisonnement qui est vraiment manifeste à mon sens. Il y a Huile d'olive, pardon. Huile d'olive, c'est rigolo. Pardon, j'avais pas compris. Bien vu. Parce que c'est une idée qui revient pas mal dans les commentaires. C'est X va devenir un réseau social qui respecte la liberté d'expression selon des principes de droite. Les gens de gauche vont migrer ailleurs. Twitter, ça va devenir un réseau social de droite. Non, mais alors il parle beaucoup de la liberté d'expression, Elon Musk, mais enfin en attendant, il a coupé les comptes d'un certain nombre de journalistes. Moi, je me souviens avec la rédaction, d'ailleurs, avec la rédaction citoyenne, quand on a enquêté sur le greenwashing, notamment des compagnies aériennes, on avait démarré sur les jets privés. On a arrêté parce que. Enfin, il y a eu plein de raisons pour lesquelles, au final, on est allé sur Air France, etc. Mais il venait de couper, justement, il y avait quelqu'un qui lui traquait son jet privé. Ça lui a pas plu, ça. Et bon, donc voilà, c'est une liberté d'expression pour les expressions qu'il aime bien, quoi. Bon, voilà. Twitter, c'est aussi des recettes publicitaires qui ont un peu dégringolé, non ? Oui, alors ça, je crois qu'on peut l'affirmer. Il faut comprendre quelque chose, c'est que depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, Twitter est sorti de la cotation. Donc Twitter n'a plus l'obligation finalement de publier ses résultats et tous les indicateurs de clés de performance qui vont avec. Il n'en demeure pas moins qu'on a quand même des signaux qui nous permettent de comprendre certaines choses, et notamment sur le plan publicitaire. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, il y a une politique générale d'entreprise qui a changé de façon manifeste, et on a aussi effectivement davantage de contenu problématique qu'il n'y en avait avant. Il y en avait déjà, mais il y en a peut-être encore plus depuis. Et beaucoup de gros annonceurs mondiaux, qui sont des annonceurs qui ont la capacité de pouvoir contracter avec Twitter pour des campagnes massives à l'échelle internationale, ne veulent plus prendre le risque, et on les comprend, de voir certains de leurs contenus publicitaires adossés à des conversations qui sont strictement haineuses, ou voire même qui alimentent la désinformation. Donc ces annonceurs-là ont plutôt tendance à déserter, et l'une des raisons qui préside à la nomination, selon moi, de Linda Yaccarino, donc la nouvelle directrice générale de Twitter, qui a pris ses fonctions en fin d'année dernière, c'est justement d'essayer de trouver des arguments, à la fois techniques mais aussi moraux, pour faire revenir les annonceurs, parce que finalement quand même les annonceurs, c'est quand même une grosse partie des recettes de Twitter. Avant le rachat par Elon Musk, c'est 90 à 95% des recettes annuelles de Twitter qui reposent sur la publicité. Quand vous perdez une grosse partie de vos annonceurs, on parle de peut-être 50 à 60% des très gros annonceurs au niveau international, vous perdez donc ipso facto entre 50 et 60% de vos revenus. Et donc pourquoi Linda Yaccarino ? Parce que Linda Yaccarino, c'est l'une des grandes prêtresses de la publicité. Elle a fait plus de 20 ans de carrière à la tête de la régie publicitaire de NBC Universal, pour ne citer qu'elle. Donc c'est pas anodin de nommer un personnage comme Linda Yaccarino, avec son CV, avec son carnet d'adresse, à la tête de Twitter. C'est parce qu'il y avait probablement le feu à un moment donné, quoi. Parce que outre les badges, les revenus publicitaires sont la seule source de revenus de Twitter. Alors c'est plus le cas désormais. C'est plus le cas désormais parce que justement depuis que Elon Musk a repris en main le réseau, il y a quand même une constante, c'est essayer de mieux le monétiser que ce qu'il n'était au préalable. Donc il y a différentes façons de s'y prendre. Sur le plan de la monétisation, on a parlé tout à l'heure de la baisse des coûts, notamment
sur le dos de la modération, mais sur le plan de la monétisation, donc il y a les certifications. On parle de plus en plus aussi de rendre finalement l'accès même passif à Twitter payant à hauteur de $1 ou €1 symbolique par mois. Il y a aussi les API de Twitter, donc tout le back-office pour les entités qui ont une utilisation professionnelle de Twitter. Jusqu'à présent, on pouvait se plugger sur les API de Twitter de façon gratuite. Là, c'est devenu payant. Donc il y a tout un tas de choses qui échappent aussi aux utilisateurs finaux que nous sommes, qui concernent plus le B2B, dans lesquels, en fait, ce qui n'était pas monétisé auparavant le devient. Il y a d'autres. Pardon, Aude, vas-y. Je t'ai coupé la chic, pardon. C'est intéressant. En fait, c'est envisagé peut-être de faire payer tous les gens qui vont sur Twitter, genre on doit payer €1 par mois, etc. Je crois Parce même... que j'étais en train de me challenger moi-même, est-ce que je payerais ça ? Je crois même que c'est sur le point d'être implémenté en Australie, si je dis pas de bêtises. Et vous, dans le chat, est-ce que vous paierez €1 pour aller sur Twitter ? Vous pouvez. Je crois pas. Vous pouvez donner l'avis. Non, je crois pas. Ah, tu vois, ce serait peut-être le départ. C'est intéressant comme Je pari. crois pas parce que je crois pas que le jeu en vaudrait la chandelle. Et je pense pas qu'il ira jusque-là. Je pense pas parce qu'il a besoin. Je crois qu'il y a beaucoup de discussions autour de Twitter qui tournent autour simplement de Twitter. Et beaucoup de gens disent vraiment Elon Musk, on nous parle de lui tous les 4 matins, c'est le gars qui a racheté un service à 44 milliards et un an après, ça a perdu la moitié de sa valeur. Chapeau l'artiste, quoi. Il ne faut pas regarder Twitter que dans l'environnement de Twitter ou dans l'environnement des réseaux sociaux. Twitter, c'est une pièce du puzzle parmi les autres activités de Musk, qu'a cité Julien. C'est une pièce parmi SpaceX qui lui-même est tentaculaire, hein, puisqu'il y a du Starlink, il y a du lanceur, etc. Tesla, Neuralink, etc. Donc, Twitter, c'est avant toute chose un instrument de lobbying et pour faire du poids, pour que les autres activités de Musk aient du poids. Donc la question est plus de savoir qu'est-ce qu'il est prêt à perdre financièrement dans cette unique activité, étant donné les avantages que ça peut procurer aux autres. Il se paye le prix de son propre service finalement. Il n'y a pas de service publicitaire, par exemple, chez Tesla. C'est quelque part, c'est Twitter, le service publicitaire de Tesla. Clairement. Il y a d'autres activités qui vont peut-être être développées. Il y a des appels de vidéo qui ont débarqué la semaine dernière. Il y aura bientôt des services bancaires de paiement comme sur Telegram, WeChat. Qu'est-ce qu'on... On n'est pas là pour dire l'avenir, mais comment on le sent ? En début d'émission, je disais que finalement, quelqu'un comme Elon Musk ne met pas 44 milliards sur une société qui est déficitaire structurellement pour la société en elle-même. C'est pour l'influence que cette société lui permet d'avoir, pour l'effet de levier aussi que cette société peut lui permettre d'obtenir pour ses autres entreprises de sa galaxie, mais c'est aussi pour ce que ça pourrait devenir. Elon Musk n'a jamais regardé Twitter pour ce qu'il est, mais plutôt pour ce qu'il pourrait en faire. Et il a toujours dit X, anciennement Twitter, ce sera The Everything App. Son idée, c'est quand même de dire que finalement les activités de microblogging de Twitter, qui étaient finalement 100% de Twitter, ne seraient qu'une partie congrue du business tentaculaire qu'il envisage pour X. Donc derrière, la question, c'est plutôt de savoir dans quoi est-ce qu'il va se diversifier, à quel rythme, et finalement si cette solution, cette espèce de couteau suisse applicatif qu'il envisage, a à la fois un devenir économique, mais aussi une certaine forme de légalité, de conformité avec le droit. Donc tout ça, en fait, reste à écrire, mais effectivement, dans tout ce qui est envisagé, il y a des services de géolocalisation, il y a des services de paiement, il y a des services de vidéo, il y a des services aussi de publicité plus interactive et plus ciblée. Donc, finalement, à l'impossible, j'ai envie de dire, Elon Musk n'est pas tenu, sauf à considérer que derrière, il y ait une réalité économique qui ne finisse pas par le rattraper, d'une part, et d'autre part, que les autorités de concurrence de part et d'autre de l'Atlantique le laissent réaliser, finalement, tout le build-up qu'il envisage autour de Twitter. Et ça, c'est pas si évident. Il y a Riposte qui nous dit « Personne ne voudra mettre ses coordonnées bancaires sur Twitter car c'est une poubelle à défouloir. » Bon. Et quoi et... Moi j'ai une petite question. Oui, vas-y Aude, pardon. Ouais. Mais non, mais en fait, dans le cadre d'ailleurs de ce documentaire que j'avais fait pour Complément d'enquête, j'étais allée aux États-Unis et rencontré un énorme producteur de désinformation qui brandissait le premier amendement, la liberté d'expression, etc., etc. Qui est vraiment quelque chose aux États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui nient la Shoah de manière, voilà, c'est leur droit et c'est hyper important pour eux, etc. Enfin, c'est tout un délire. Et en fait,
certes, mais il me semble d'ailleurs qu'en Californie, il a eu des problèmes ces derniers temps, mais je veux dire, il y a aussi... J'imagine qu'aux États-Unis, je ne sais pas, peut-être ici personne ne peut répondre, mais j'imagine que l'apologie du terrorisme doit aussi être interdite. J'imagine que les contenus pédoporno doivent aussi être. Enfin, je me demande aussi si dans son propre pays, il ne peut pas avoir plein d'emmerdes, quoi. Alors, même si il y a la liberté d'expression, mais enfin, je veux dire, tu ne peux pas non plus faire tout et n'importe quoi. Enfin voilà, c'est une question ouverte parce que j'ai pas la réponse, mais comme j'ai vu que la Californie. Enfin, son activité se heurte à une loi en Californie, il a des problèmes là-bas, etc. Une loi par rapport à justement De ce l'État genre de Californie. Ouais, de l'État de Californie. Voilà, je me demandais en fait si aussi sur le danger pour lui pouvait pas venir quelque part de l'intérieur de son Danger propre pays. Mais je ne réglementaire, sais tu pas. veux dire. Enfin, Oui, le exactement. cadre réglementaire. Mais peut-être pas, j'en sais rien. Pas immédiatement, j'ai pas l'impression. La conception de liberté d'expression à l'américaine, elle est vraiment maximaliste. C'est très large. Hein, ouais. Donc non, je ne crois pas. La question est vraiment autour de... L'Europe n'a pas du tout été avant-gardiste dans tout ce qui est GAFA, hein, puisque par définition les GAFA. Mais par contre, au niveau des lois et des règles, on est assez fort. Hein. Bon, donc il y a le RGPD là, dont semble s'inspirer d'autres pays. Cette DSA, DMA, est effectivement une grande nouveauté, et qui pourrait changer le comportement des réseaux sociaux, pas simplement, et des plateformes Internet en général. Parce que si ce sont des règles qui disent qu'il va falloir pouvoir auditer les plateformes, donc Twitter va devoir ouvrir ses serveurs à des observateurs extérieurs, va devoir expliciter ses règles de modération, dire quelles sont les forces qu'il attribue à ces opérations-là, dans un temps où, au contraire, on voit bien, on sait que, on en parle abondamment, que Musk a plutôt violemment dégraissé tout ce qui est modération. Donc, est-ce que là, il ne faudra pas que, comme selon l'expression qu'utilisent beaucoup les journalistes, il ne faudra pas que les Européens aient la main qui tremble au moment où il faudra décider. Parce que si effectivement Musk continue à jouer les frondeurs et à ne pas respecter les règles, il faudra effectivement le faire cracher au bassinet, quoi, et le faire payer, ou alors couper le service. Et c'est quand ça ? Est-ce qu'il y a un truc où ils ne respectent pas et du coup il y a encore un délai de 6 mois pour se mettre en conformité et genre on sait que le 4 avril 2024 c'est le jour où... Thierry Breton. Thierry Breton parle effectivement du premier trimestre 2024. Oui. Le premier trimestre 2024, donc ça arrive, c'est demain, quoi. Ouais. C'est demain, ça arrive très vite. Après, ce n'est qu'une première étape. Il y a une instruction, il y a d'abord une enquête. Oui, pardon, je recherchais le titre exact de Thierry Breton pour ceux qui nous rejoignent. Commissaire européen au marché intérieur, pardon. Voilà. L'Europe. Et qui s'intéresse particulièrement aux affaires numériques. Il est très là-dessus, ouais. Absolument. Et donc, ouais, on a un premier rendez-vous qui est pris pour le premier trimestre 2024. Et là, il s'agira de voir si Twitter, ne serait-ce que donne des gages d'une volonté de se mettre en conformité avec le Digital Services Act, et dans le cas contraire, et éventuellement ouverture d'une enquête, d'une instruction, qui peut aller jusqu'à une sanction dont on a parlé tout à l'heure. Donc tout ça est de toute façon à un horizon, en imaginant que vraiment il joue pas du tout le jeu. Il pourrait être sanctionné pas avant 2 ou 3 ans, d'après ce que je comprends. C'est des choses. En tout cas, si on fait un parallèle avec le RGPD, c'est à peu près ce qui s'est passé. Entre le moment où le RGPD est entré en action et le moment où les premières sanctions sont tombées, il s'est passé quelques années. Parce qu'il faut le temps de l'enquête, il faut le temps d'instruction. Il y a des chefs économistes qui s'affrontent, il y a des juristes qui s'affrontent, et ça prend du temps. Mais peut-être pour rebondir aussi sur la question d'Aude, là, sur les problèmes d'ordre législatif ou juridique qui pourrait se présenter face à lui, moi, il y a la question du monopole qui m'intrigue, parce que si il arrive à faire ce fameux WeChat global américain, c'est-à-dire le WeChat. Le WeChat, c'est le modèle chinois. Dont je parlais tout à l'heure. Ah ouais, j'ai pas bien compris, mais c'est-à-dire c'est le couteau suisse, c'est-à-dire qu'avec une seule plateforme, X en l'occurrence, tu peux faire des tweets, tu peux faire tes commentaires comme tu le fais classiquement sur cette plateforme, mais tu peux aussi acheter des places de cinéma, tu peux aussi faire tes emprunts bancaires ou tes placements bancaires, tu peux louer ton Airbnb, ou l'équivalent, etc. Donc tu fais tout. Tu sors pas de l'écosystème de cette plateforme. Tu mets tes données de santé, absolument tout. Donc ça veut dire que aux mains d'une seule entité vont converger des monceaux de données.
Et donc, c'est la question du monopole. Il y a des entreprises gigantesques qui, il y a un siècle, ont été cassées aux États-Unis pour des questions de monopole. Absolument. Sur d'autres services, sur d'autres secteurs, évidemment. On parle de 1911 c'est dans le pétrole, quoi. Standard Oil. Voilà. La boîte a été cassée. Oui. Est-ce que ce destin qu'on a longtemps promis à Meta, par exemple, Zuckerberg a été... Celle qui est vraiment dans le collimateur actuellement, c'est plutôt Google, voilà. pour un démantèlement éventuel. Twitter en est très très loin. Comment tu peux démanteler une entreprise comme Google ? Parce que ça serait un monopole sur un service unique ? Non, en fait, on est dans le champ de l'antitrust, et l'une des possibilités qui est offerte finalement aux autorités de concurrence, d'ailleurs autant américaines qu'européennes, c'est de pouvoir démanteler une entreprise quand l'entreprise en question atteint un tel pouvoir de marché qu'elle en devient quelque part néfaste, à la fois dans le cadre de l'intérêt général, c'est-à-dire à la fois pour d'autres entreprises, économiquement, effectivement, au niveau des utilisateurs et des consommateurs d'entreprise, mais également sur la capacité finalement de pouvoir innover pour rendre le marché contestable, pour pouvoir renforcer finalement la concurrence sur le marché, ou la revigorer. Et donc, parmi l'arsenal à la disposition des autorités de concurrence, il y a cette bombe atomique-là, qui est de dire... la loi antitrust. Voilà, si vous outrepassez un certain niveau de pouvoir de marché et que vos pratiques de marché ne permettent pas finalement à la concurrence de vivre, eh bien on pourrait éventuellement décider qu'on va casser votre entreprise en plusieurs morceaux qui seront du coup juridiquement et stratégiquement distinctes les unes des autres, et ça va permettre de redonner du souffle au marché. Effectivement, c'est une disposition qui est extrêmement rare, hein. La dernière fois qu'on a démantelé une entreprise, c'est en 1982, c'était l'année de ma naissance, hein, c'est pas tout jeune, quoi. 1982 aux États-Unis, c'est AT&T qui a été cassé en plusieurs entreprises de télécommunications qu'on appelait les Baby Bells à l'époque, et depuis, même une entreprise comme Microsoft, au plus fort de sa domination à la fin des années 90, début des années 2000, a échappé au prononcé d'une sanction de ce type-là. Mais, dans le cas de Google, ça devient suffisamment problématique pour que Margaret Vestager, lors de sa... Qui est-elle, pardon ? Commissaire européen à la concurrence. D'accord. Qui a communiqué finalement les griefs à Google en juin dernier, si je ne dis pas de bêtises, dans son communiqué de presse, a mentionné expressément le fait qu'en l'état actuel de la compréhension du dossier Google, notamment sur ce qui se passe en back-office, sur la question des achats et des systèmes de vente automatique d'espaces publicitaires sur Internet, elle ne voyait pas comment Google pourrait s'en sortir autrement que par un démantèlement. C'est dit expressément ça c'est sur un papier officiel dans sa conférence de presse. Maintenant, encore une fois, il y a une instruction. Google va faire valoir ses droits, il va faire aussi valoir ses arguments, à la fois économiques et juridiques, et on verra ce qui leur sortira. Mais toujours est-il qu'effectivement, l'étau se resserre. Parce que dans le champ du numérique, on a des entreprises qui commencent à avoir des pouvoirs de marché qui sont extrêmement questionnables. C'est clair. Je fais une pause de chat. Il y a Vava qui nous dit l'horreur absolue. Mike Deville qui nous dit l'oligopole est déjà là. Il y avait quelqu'un qui disait pardon, non pas celui-là. Qui nous disait oui, Elon Musk s'est déjà pris une tape à 1,2 milliard d'euros par l'Europe. Et Vava qui nous rappelle Google, c'est pas Google, c'est Alphabet. Et dans les commentaires, il y avait Wendy à un moment qui disait en fait, il suffit de choisir ce qu'on veut regarder sur Twitter, c'est pas qu'un repère de gens horribles. Et en fait, il s'avère qu'ils ont un peu changé l'algorithme, il me semble, et qu'il semble qu'il y ait un peu une prime pour les propos qui excitent un peu, pour les propos un peu toxiques. Mais moi, vraiment, alors je sais pas, hein, Wendy, mais en tout cas, moi, je demande rien à personne. Et je me prends je vois des tweets souvent assez haineux, clash, vraiment dans ce mode-là. Je vois des trucs apparaître qui sont des gens que je n'ai jamais suivis, mais de près ou de loin, qui sont souvent même pas vraiment suivis par les gens que je... Donc ça m'est vraiment proposé comme ça. Alors je parle de ma petite expérience à moi, mais moi je considère qu'on me propose vraiment des contenus un peu... toxique, en tout cas, pour moi, la toxicité, elle démarre là, c'est-à-dire des choses pas très saines, dans le sens où c'est du clash, c'est un peu de la haine, c'est ce genre de choses. Moi, j'ai ça le matin quand j'ouvre Twitter. Pas tous les matins, mais quand même régulièrement. Donc, Cette manipulation un peu excessive de l'algorithme, c'est vrai ça, ou on a réussi à l'établir ? Je crois que oui.
y a des chercheurs qui... Je crois qu'il y a des chercheurs qui ont établi qu'en tout cas, il y avait une prime au contenu toxique. Alors après, pour aller dans le détail, je ne sais plus, il faudrait retrouver... j'ai plus la source exacte et tout, mais je l'ai lu. Je ne sais pas si c'est dans le Washington Post ou dans le... Enfin, voilà ce qu'ils ont observé. Sur ce point-là, c'est extrêmement compliqué parce qu'il faudrait pouvoir avoir accès à l'algorithme de Twitter pour voir la façon dont il est programmé finalement cet algorithme-là. Mais finalement, c'est une expérience qu'ils ont faite, voilà. Je ne sais plus comment. Mais justement, c'est le problème de ce type d'expérience. Il n'est pas en open source là non. Ça c'est le veau d'or. Ouais. Ça c'est le veau d'or. Non, mais justement, c'est le problème de ce type d'expérience dont tu parlais, parce que en fait, le principe même des propos haineux, c'est qu'il génère le plus d'engagement sur Internet. Donc, quelque part, si l'algorithme de Twitter est programmé de telle sorte que les contenus qui génèrent le plus d'engagement, le plus de clash, le plus de retweets, de reposts, etc., soient mis en avant, ipso facto, ce sont les contenus haineux et problématiques qui vont être mis en avant. Donc la question, c'est plutôt de savoir, est-ce qu'on met en avant volontairement les contenus haineux ou est-ce que finalement on met en avant les contenus qui génèrent le plus d'engagement, et il se trouve que ces contenus-là sont des contenus haineux. C'est pas d'une ma question n'était pas si imbécile que ça. Le Pen dit la même chose que moi, mais non, l'algorithme n'est pas en open source. Il nous dit l'algo est open, les gars, ça fait longtemps. C'est comme la recette du Nutella, quoi. Et moi, je l'avais lu quelque part où c'était autre chose. Peu importe. Non, mais c'est pas vrai. Et il y en a pas mal qui disent oui. Attendez, désolé, le chat défile. Il y a beaucoup de gens qui réagissent. Mais c'est bien, oui, voilà, c'était Nawal qui disait pas. Il suffit de rester sur son onglet abonné et on échappe à la toxicité. Il faut faire quoi ? On reste sur son onglet abonné. Oui, on voit que les gens. Merci, mais je regarderai. Et on reste dans sa bulle de filtre. Oui, en fait, c'est pas l'usage. C'est pas l'usage a priori. Twitter n'est pas fait pour ça. Dans la mesure où les tweets avec badge sont ceux qui ont la meilleure visibilité et que depuis la transformation qu'a opéré Musk, n'importe quel producteur de fake news peut acheter le badge de façon mécanique, ça a apporté une meilleure visibilité aux producteurs de fake news. Donc oui, ça on peut dire qu'aujourd'hui les fausses informations ont plus de visibilité sur Twitter qu'elles ne l'avaient avant. Et la mauvaise monnaie chasse la bonne. Il y a Cousteau qui nous dit ça critique beaucoup Elon Musk, mais c'est quand même le seul qui paye l'intégralité de ses impôts, comme ils devraient tous le faire, le seul qui fait des choses pour faire bouger avec Tesla, SpaceX, etc. Confère le début d'émission. Absolument. Mi-ange, mi-démon. Après, est-ce qu'on a besoin d'avoir une médaille pour payer ses impôts ? Enfin, on le fait tous ici. Non, et puis il n'a pas toujours été blanc-bleu là-dessus non plus. Voilà, j'ai pas non plus. C'est pas non plus le diable forcément. Je disais dans ma famille, j'ai beaucoup de fans. Les amis, je vois que leur tourne. Il y a déjà 13h. C'est pas du tout dans le thème de l'émission, mais peut-être qu'à un moment ça va revenir. Tu nous as commis un livre. C'est gentil de le dire, oui. Parce que le précédent était excellent, donc je ne doute pas que celui-là que je n'ai pas lu sera aussi excellent que le précédent. Oui, alors j'ai un livre qui s'appelle Abyss, l'ultime frontière qui vient de sortir, qui est un livre qui parle de l'exploration scientifique des abysses. Les abysses, c'est en dessous de 1000 mètres de profondeur, sachant que le plancher océanique, il va jusqu'à 6000 mètres de profondeur, et il y a des fosses à 11 000 mètres de profondeur. Donc la question est de savoir comment on l'explore. On connaît moins bien le fond de l'océan que la surface de la Lune. Et une fois qu'on l'a exploré, qu'est-ce qu'on y fait ? Parce que maintenant se pose la question de l'exploitation industrielle des abysses. Et ça nous permet de retomber quelque part sur le sujet qu'on a abordé aujourd'hui via Musk, parce que au fond des océans, il y a notamment ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, qui sont des agrégats de métaux dont on a un besoin très important pour tout ce qui est énergie de transition, et notamment pour construire les batteries des voitures électriques. Donc là, les voitures électriques, l'électronique d'une façon générale, tout ce vers lequel on va pour remplacer les énergies polluantes, émettrices de gaz à effet de serre, le pétrole, etc., la médaille a un revers négatif. Et le revers négatif pourrait être notamment que demain, on va aller faire des mines au fond de l'océan et taper dans un environnement qui était inviolé depuis que le monde est monde. Avec quelles conséquences ?
dans l'équilibre planétaire global. On ne le sait pas. Les scientifiques ne le savent pas. Alors, c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce bouquin. Est-ce que Elon Musk n'essaye pas de se placer dans cette exploration des Eh ben, abysses? Je serais bien étonné. Très bonne question. de ne pas le trouver et effectivement, là-dedans. eh ben non, il n'y est pas. Et c'était une grande surprise. Je peux dire que quelque part, son absence de cet environnement-là, elle a presque été le petit chemin, moi, le petit fil d'Ariane qui m'a fait passer du sujet Musk au sujet des abysses. En plus, C'est étonnant. les abysses, il se concentre sur Mars surtout. les abysses, c'est le lieu d'Internet. Parce que C'est là où il y a les câbles qui passent. 98%, on parle beaucoup de Starlink, de l'Internet qui tombe du ciel, mais 98% du web vient du fond des océans parce qu'il passe par les câbles sous-marins. Donc, qui possède les câbles sous-marins aujourd'hui possède l'Internet global. Les GAFAM, financent à tour de bras des câbles sur des continents qui ne pourraient pas se les payer à l'heure actuelle. L'Afrique va être équipée de câbles à très haut débit qui sont financés par, alors je ne sais plus si c'est Facebook ou Google. Bizarrement, Musk n'est pas du tout dans le coup. Et ça, c'est une grande surprise pour moi. Et je me demande à quel moment il va se surgir réveiller. du bois sur cette question. Non, mais en vrai, parce qu'il a fait un autre choix qui est celui de l'espace avec Starlink. Ah oui, Mais surtout parce qu'il multi-choix, concentre tous ses efforts, toute son ingénierie et tous ses financements à la conquête de Mars. Alors, Qu'à un moment donné, il peut pas couvrir tous les livres à la C'est fois. vrai, et on lui reproche suffisamment déjà d'être sur 36 sujets différents, l'espace, la voiture électrique, les neurosciences. S'il rajoutait un fer au feu, qu'est-ce qu'il n'entendrait C'est ça. pas, Parce ce que tout pauvre Elon Elon. Musk qu'il est, il doit quand même rendre des comptes à un conseil d'administration. Musk il dit rien, mais il s'est pas engagé à ne pas miner les fonds marins, nous dit Kyle. C'est le mot de la fin. Ça s'appelle Abyss, l'ultime frontière. C'est paru chez Ça a l'air Alizio. passionnant. Ouais. Un Non, c'est livre vrai. qui certainement est passionnant Mais d'Olivier oui. Lascar. Et ça me donne une bonne idée de stream. On pourrait faire un stream sur les abysses. Ah bah quand tu Ça veux, peut être, ça ça serait peut être, super. ouais. Assez chouette. C'est la fin de ce stream, en tout cas pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi, merci à tous nos invités, merci à Cyril à la régie, merci à Steph au visuel, merci à Mathis à la programmation. Mathis qui est en face de moi. Mathis, qu'est-ce qu'on fait la semaine Mathis. prochaine? Puisqu'on se retrouve la semaine prochaine, lundi, à 18h. Donc on revient aux horaires de d'habitude, c'est-à-dire le soir. Oui, exactement. C'était un peu un petit test là, pendant les Là, c'était vacances. pour les vacances, mais là, on se retrouve lundi de 18h à 19h et on va revenir sur la Paris Games Week, qui se tient en ce moment là jusque dimanche à Paris. Super. Donc, on va faire un petit bilan de ce salon-là. On va parler industrie du jeu vidéo avec notamment un streamer. On ne vous dit pas qui c'est, mais je pense que vous le connaissez. Donc, ça sera lundi 18h, 19h. Donc ce sera le streamer surprise. Merci Mathis. Suspense. Suspense. Pour ceux qui veulent revoir le stream, il est dispo dans une minute sur Twitch. Il est dispo aussi sur la page replay de l'émission sur le site de France Info. Le site de France Info, c'est franceinfo.fr. Pour ceux qui veulent prolonger la discussion autour du stream, rendez-vous sur Discord. Il y a le lien dans le chat. Il y a un viewer qui demandait tout à l'heure si le Discord était réservé qu'aux journalistes. Pas du tout. Vous pouvez tous venir. On peut venir dans ma Il y a- rédac aussi. et Sur vous Discord. pouvez venir dans la rédac d'eau, tout à fait. Pour ceux qui veulent réécouter le stream avec les oreilles, Je savais donc, pas qu'il était sur vous Discord. le retrouvez dans un instant en podcast sur la plateforme de Radio France. Pour le reste, rendez-vous donc lundi, 18h à 19h. Pas vraiment de bonne heure, mais bien sûr de bonne humeur. Je vous souhaite une excellente journée. Aude me fait rire, hein, ça suffit, Aude. Une excellente journée à toutes et tous. Salut.